Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde en partenariat avec la Société française de physique qui va parler de mécanique quantique. Et puis on va interroger en particulier l'appellation de seconde révolution quantique. Alors vous voyez, je devais avoir 3 intervenantes avec moi. Malheureusement, Tess Troissy n'est pas parmi nous, elle n'a pas réussi à décoller ce matin. Les vents étaient défavorables du côté de Nice, malheureusement. Mais bon, nous avons avec nous Anaïs et Michel, et je n'ai aucun doute sur le fait que leur échange vous amènera à une ouverture et à une découverte de la mécanique quantique telle que vous ne l'avez jamais vue. Alors je vais présenter tout de même Michel Leduc. Quand on est dans une conférence de physique, Michel, on ne la présente plus. Mais on va la présenter quand même. Donc Michel est une grande dame de la physique qui est au laboratoire Köstler-Bruxelles. C'est ce qu'on appelle le LKB. Tout le monde l'appelle le LKB, si bien que parfois, et c'est bien à tort, on oublie un peu qui étaient ce K et ce B, qui sont des personnes très importantes. Peut-être que tu auras l'occasion de nous en parler. Et donc Michel a fait toute sa carrière dans la mécanique quantique. Elle est aujourd'hui directeur de recherche émérite au CNRS. Et puis, et elle est tellement de choses qu'en fait, je la laisserai en parler au fur et à mesure. Vous regarderez sa page Wikipédia et vous direz « Oh là, waouh !» Mais si, Anaïs Dréau est une chercheuse qui commence sa carrière, mais qui la commence très très fort, qui est chargée de recherche au CNRS à l'Université de Montpellier. Non, CNRS, donc Montpellier. Le laboratoire, je la laisserai le préciser. Elle dirige ou co-dirige le GDR Technologie Quantique. Elle a reçu l'année dernière, et c'est un grand honneur quand on reçoit cette médaille, la médaille de bronze du CNRS. Et donc, eh bien, Anaïs et Michel sont avec nous pendant 1 heure pour nous parler de mécanique quantique. Et je vais commencer par leur poser 2 questions un peu courtes, mais sur lesquelles elles pourront prendre le temps qu'elles veulent pour répondre. Les questions sont les suivantes. Pourquoi avoir choisi la mécanique quantique? Et quel est le résultat dont vous êtes les plus fiers? Alors, si je dis pourquoi j'ai choisi la mécanique quantique, il faut d'abord que je dise pourquoi j'ai choisi la physique. En fait, je voulais pas faire de la physique. J'étais bon élève un peu dans toutes les matières et je voulais faire de la littérature. Quand j'étais au collège, au lycée, je lisais tout le temps, je lisais dans le fond de la classe. Bon, je voulais faire de la littérature, mais mes parents n'ont pas voulu et m'ont dit, mais j'avais une mère qui était très féministe, qui voulait que sa fille fasse des sciences parce que la littérature, c'était pour les filles de bourgeois, etc. Bon, donc du coup, à l'époque, ça fait quand même il y a longtemps que j'ai commencé ma carrière, on faisait un peu ce que disaient les parents, quoi. Donc j'ai fait des sciences et puis finalement, je l'ai pas regretté. J'ai fait des classes prépa, c'est pas là où j'ai pris le goût des sciences, je dois le dire, c'était quand même un peu ingrat. Enfin, j'ai quand même traversé cette période difficile. Et puis quand j'ai commencé à faire quelques petites expériences, d'abord on voulait me faire des maths parce que j'étais bonne en maths. Et puis j'ai choisi plutôt la physique parce que j'étais un peu modeste, à juste titre, en me disant les maths c'est trop dur pour moi, pour vraiment percer, c'est pour s'amuser pour moi. Mais donc j'ai choisi la physique. Et puis j'ai choisi la physique expérimentale. Voilà. Et puis alors pour terminer, pourquoi la physique atomique? J'avais commencé par la physique nucléaire. Et puis, je me suis rendu compte d'abord que c'était pas très sympathique, enfin, je trouvais pas sympathique de travailler dans des très grands ensembles de chercheurs où on n'avait pas une manip sous la main, où on avait comment dire, la main dessus. Hein, donc, on n'était pas vraiment responsable, on était un parmi 100 ou 200, et ça, je trouvais que c'était quand même, là, pour le coup, pas très valorisant. Et puis, d'autre part, j'ai réalisé, alors je faisais de l'éthique avant d'être tombée dans l'éthique pour la fin de ma carrière, j'ai réalisé que le nucléaire, c'était quand même très proche du militaire, c'était proche, puis ça avait donné la bombe, puis tout à coup, je me suis dit, j'ai pas du tout envie de travailler. Tout le monde a vu Oppenheimer, je pense. Vous avez vu que Oppenheimer se posait pas trop de questions au début de sa vie, puis s'en est posé plutôt à la fin. Bref,
je m'en suis posée au début et je n'ai jamais regretté d'avoir choisi la physique atomique et du coup la physique quantique, hein, puisque atome et quantum, ça va ensemble. Voilà, et j'ai choisi, pour en terminer, le meilleur labo possible où je pouvais aller, c'était celui du professeur Kastler, qui a eu le prix Nobel. D'ailleurs, j'ai une petite note pour regarder les dates, pas me tromper. Le prix Nobel de Kastler en 1966. Donc j'ai choisi ce laboratoire en me disant ils vont tous être plus forts que moi là-dedans, mais tant pis, ça fait rien, j'ai mieux être petit chez les grands que grand chez les petits. Anaïs. D'accord, donc bonjour à toutes et à tous. Du coup, comment est-ce que je suis tombée dans la physique quantique? Alors déjà, au lycée, j'avais deux passions. La première, c'était la physique, la deuxième, c'était la cuisine. Et j'ai choisi la physique entre les deux, donc me voici ici. Et pourquoi la physique quantique? Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis très petite, je suis passionnée par l'infiniment petit. Donc à l'époque, pour moi, la physique des particules, la physique quantique, c'était la même chose. J'étais abonnée à la revue Élémentaire, qui était une revue de vulgarisation de l'Institut des Deux Infinis du CNRS. Donc j'ai fait mes études, donc aussi une classe prépa, et je suis arrivée dans une école, et là on cherchait un stage, et j'ai vu qu'il y avait un des laboratoires qui travaillait sur une source pour développer du coup la cryptographie quantique. Et la cryptographie quantique, c'était le dernier chapitre d'un livre que je lisais à l'époque, c'était l'histoire des codes secrets. Et donc j'ai été fascinée, et donc j'ai commencé un stage dans ce laboratoire, et c'est pour ça que j'ai mis un pied et je ne me suis plus jamais ressortie. Je pense que, comme Michel a dit, j'aime beaucoup le fait qu'on a vraiment le contrôle sur notre expérience, que une expérience du coup dans nos domaines, que ce soit la physique atomique ou moi qui, donc je peux encore parler de mes travaux, mais qui regarde du coup des défauts dans les cristaux. Globalement, on a une salle qui fait à peu près, oui, on va dire entre 10 ou 20 mètres carrés, et sur cette salle, on a une table optique, et là-dessus, on peut construire tout ce qu'on veut. En fait, c'est vraiment comme un Lego géant qu'on va construire. On va assembler des pièces, et on peut vraiment tout faire. Même si, je trouve ça absolument fascinant, la physique des particules, mais c'est vrai que c'est des grands instruments qui sont magnifiques. Mais là-dessus, on est vraiment une petite pièce dans tout cet ensemble de personnes géniales qui travaillent du coup là-dessus. Donc, peut-être que je te rends la parole, Michel, pour que tu expliques quels sont tes résultats pour lesquels tu es le plus fière. Ce que j'ai fait des choses assez variées, mais effectivement, ce dont je suis le plus contente, c'est d'avoir fabriqué. Je travaillais dans l'équipe de Claude Cohen-Tanouji, donc ce fameux labo LKB, qui a, vous savez, introduit les atomes froids en France. Hein, les atomes. Je vois sur ton petit carnet que tu as repéré un certain nombre de dates. Oui, il y a des dates des atomes froids là. Donc j'ai fait un peu partie de tout ça. Et donc au laboratoire Kastler-Bruxelles, Claude Cohen avait, avec quelques autres personnes, fondé un groupe et d'ailleurs il a été récompensé par le prix Nobel alors en 1997 pour sa contribution à la compréhension des phénomènes de refroidissement des atomes à très basse température. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de ça, mais donc avec des atomes extrêmement froids, on arrive à faire ce qu'on appelle des condensats de Bose-Einstein. Donc, c'est-à-dire des nouvelles propriétés de la matière à très très basse température, dans lesquelles les atomes vous avez une petite cellule, vous avez des atomes, et vous les faites interagir avec des lasers, et vous arrivez à les refroidir jusqu'à des températures très proches du zéro absolu, et en dessous d'un certain seuil, il y a une transition de phase, et ces atomes se mettent à agir comme s'ils étaient tous un seul atome, enfin, comme si vous avez des soldats qui marchent sur un pont tous ensemble à la même vitesse, et ça fait une grande résonance. Donc voilà, donc on faisait des condensats de Bose-Einstein. Alors c'est pas mon labo qui a trouvé ça, c'est pas moi, mais il y a eu un prix Nobel sur les condensats
condensat de Bose-Einstein qui a été en 2001 donné à Ketterle et à 2 autres Américains. Bref, alors moi je travaillais là-dessus et je suis fière d'avoir fait le condensat, un condensat avec des atomes excités et pas des atomes dans l'état fondamental. Donc c'était l'atome d'hélium dans un état excité métastable qui avait 20 électronvolts au-dessus du niveau fondamental. Vous savez, les atomes ont des niveaux d'énergie. Ça, c'est vraiment le début de la physique atomique, de la physique quantique du siècle dernier. Et vous pouvez avoir des atomes que vous portez dans un état excité où il reste un temps plus long que d'habitude, parce que d'habitude, si vous les portez dans un état excité avec un coup de laser, après ils se dépêchent de retomber à l'état fondamental. Mais vous avez certains atomes qui peuvent rester un peu plus longtemps parce que les transitions qui permettent de revenir à l'état fondamental, elles sont interdites, donc c'est au 2e ordre, au 3e ordre, bon, peu importe. Donc cet état excité de l'hélium métastable durait 1 milliseconde, ce qui est très, très long. Hein, voilà. Et alors, on a réussi à faire condenser des atomes dans un état excité, et tout le monde pensait que c'était pas possible parce que ça pourrait éclater. J'ai même un collègue américain qui avait eu de l'argent de l'armée des fondations américaines pour faire des condensats dans cet état-là. Parce que ça serait des réserves d'énergie qui pourraient être lâchées et puis faire je ne sais quelle explosion, enfin un stockage d'énergie. Bref, tout le monde pensait que ça ne marcherait pas parce que quand on les met ensemble, ils ont une probabilité à se désexciter par collision très vite et puis ça ne pourrait pas marcher. Et puis il y a un théoricien russe, parce qu'en Russie, il y a quand même il y a toujours des théoriciens très très inspirés, je ne sais pas si c'est par des idées de fiction ou pas, mais qui avaient montré que finalement il y avait des processus qui empêchaient cette désexcitation, donc on pourrait les garder ensemble jusqu'à très basse température. Donc quand on a entendu parler de ça, par le téléphone, j'allais dire arabe, c'est pas ni le téléphone russe, mais c'était, vous savez comment se propageaient les informations quand il y avait encore le mur entre les pays soviétiques et puis nous, c'est venu par des canaux très, très indirects. On s'est lancé à faire ça. Et puis moi, je me suis lancée là-dedans en me disant j'y arriverai pas de toute façon. Et puis finalement, ça a marché. Voilà. Donc j'ai fait un condensat. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Bon, ça on pourra en parler un peu après, mais il y a quand même des applications possibles avec les nouvelles technologies quantiques des condensats. Ils peuvent servir à faire de la simulation, mais on en reparlera peut-être plus tard. Donc ça c'est l'expérience qui m'a le plus plu. Voilà. Donc moi, contrairement à Michel, je ne travaille pas avec des vrais atomes. Donc c'est quoi un vrai atome? C'est globalement un noyau avec des électrons autour. Et donc pour les étudier, on va les piéger dans le vide. Donc il faut qu'il n'y ait rien autour parce que sinon ils vont directement collisionner, ils vont partir. Et donc on les piège dans le vide avec des faisceaux laser ou des champs électromagnétiques. Donc moi, je travaille sur ce qu'on appelle des atomes artificiels. Donc ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on a commencé à créer en fait ce qu'on appelle des atomes artificiels. Donc ils sont en général créés par un plus grand nombre d'atomes, mais ils ont des propriétés quantiques. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils agissent comme des atomes artificiels. Donc il y a différentes sortes d'atomes artificiels. Moi, je travaille sur des défauts dans les cristaux. Donc par exemple, vous connaissez, si je vous demande quelle est la couleur du diamant, bah, vous pouvez me répondre à peu près toutes les couleurs qui existent, sachant que les diamants ultra purs vont être transparents, donc blancs. Mais si vous prenez par exemple, alors je pense que je peux oser parler de ce film Titanic parce que je sais qu'il y a des gens de ma génération ou au-dessus qui le connaissent, que les jeunes ne le connaissent pas ce film. Et du coup, il y a le diamant bleu, le diamant Hope dans ce film. Et en fait, le diamant est bleu parce qu'il contient des impuretés de bore. Donc c'est des atomes de bore qui sont incrustés dans la matrice de diamant qui est juste constituée de carbone quand c'est un diamant ultra pur. Et donc, quand il y a beaucoup de ces défauts, en fait, ils peuvent vraiment changer les propriétés du cristal, notamment sa couleur. Et quand on arrive à les isoler à l'échelle individuelle, on a en fait notre atome artificiel qui, au lieu d'être piégé dans le vide comme les vrais atomes, ils sont piégés dans le cristal.
Et donc là, ça fait plusieurs années qu'on arrive à les isoler. Donc il y a plusieurs types de ces atomes artificiels. On appelle ça aussi les centres colorés, parce qu'ils donnent la couleur aux cristaux. Et au début, donc, toute la recherche a été développée sur le diamant. Donc moi, j'ai commencé durant ma thèse à étudier donc, ces défauts dans ces centres colorés dans le diamant, sachant que c'est un des rares systèmes quantiques qui fonctionne à température ambiante. Donc comme l'a dit Michel, pour étudier les effets quantiques, il faut en général refroidir la matière. Et donc c'est pareil aussi pour la plupart enfin, tous les autres matériaux, sauf que le diamant, lié à ses propriétés, en fait, on peut isoler donc ces défauts et ces centres colorés individuels et faire des expériences à température ambiante. Donc là, je vais vous parler d'un des résultats. Donc je ne sais pas si j'ai le droit d'en dire plusieurs. Et le premier résultat du coup que j'ai obtenu, donc c'était durant ma thèse, où en fait on a réussi à isoler, donc grâce en utilisant un de ces centres colorés, à aller, on va dire, interagir avec un noyau. Donc le noyau par rapport à nous, c'est 10-15 mètres, donc du femtomètre, donc un millionième de milliardième de mètre, si je ne me trompe pas. Et on a réussi en fait, en utilisant du coup l'envoyant de laser dans le diamant et récoltant la lumière qu'ils émettent, à voir en fait que ce noyau sautait, changeait d'état quantique. Donc on regardait en fait un état quantique qui s'appelle le spin, qui est une propriété magnétique associée aux particules, à l'électron, au noyau. Et on voyait en fait sur des échelles de la seconde, donc ce qui est extrêmement long, en fait ce noyau qui changeait d'état comme ça. Donc ça c'était vraiment incroyable d'avoir un accès pour moi on va dire aux petites échelles, parce que je ne dirais pas jusqu'à l'infiniment petit, ce qui est encore plus petit que ça, mais d'avoir accès vraiment aux petites échelles dans la salle d'expérience, en fait, de voir le signal qui évoluait et que c'était directement lié au noyau. Donc, tu veux poser la question maintenant ou après? Fini, puis je te poserai une question. Donc ça, c'était mon premier, on va dire, fait marquant. Je vais en dire deux autres. Le deuxième, c'était donc après ma thèse, donc en région parisienne, à Cachan, au laboratoire de physique quantique moléculaire. Après, je suis partie aux Pays-Bas en post-doctorat. Donc, après la thèse, dans la recherche, donc on fait un post-doctorat, donc à l'étranger, donc à Delft. Et là, on a réalisé une expérience où on a pris, donc pareil, ces deux centres colorés. On a utilisé la lumière qu'ils émettaient, donc leurs particules, les photons, et on a réussi à générer des états quantiques corrélés qu'on appelle intrication, donc des états intriqués entre deux centres colorés situés dans deux diamants qui étaient distants d'1,3 km. 1,3 km. Et donc ça, c'est des expériences qui font suite aux expériences qui ont été développées notamment par Anna Aspect, qui ont valu le prix Nobel à lui, John Clauser et Anton Zeiliger, du coup l'année dernière. Et donc c'était là aussi un record en fait de distance, d'avoir des particules de matière et par des photons qui soient intriqués et situés donc à plus d'un kilomètre de distance. Et donc après j'ai eu un poste au CNRS, comme a dit Estelle, et là donc j'étais très aventurière. Je suis descendue d'un cran dans la classification périodique et j'ai commencé à regarder le silicium. Et le silicium, donc, c'est un matériau qui est très important dans notre société, parce que c'est ça qui est utilisé pour faire tous nos microprocesseurs. Donc, si vous avez entendu parler de la Silicon Valley, eh ben, c'est la vallée du silicium. Et donc, c'est grâce au contrôle en fait, du silicium, notamment de ses défauts, de ses impuretés, qu'on a développé toute l'industrie des microprocesseurs, des nanocomposants, etc. Et donc pour la première fois en 2020 à Montpellier, parce que donc au laboratoire Charles Coulon, qui est mon laboratoire actuel, on a réussi à isoler donc des défauts dans le silicium qui émettaient de la lumière. Et l'avantage de ces défauts, c'est que les particules de lumière qu'ils émettent, leurs photons, sont directement homologuants dans le télécom, qui sont utilisés pour l'Internet par fibre optique. Et donc c'est grâce à ça, c'est ça qui m'a valu notamment la récompense de la médaille de bronze du CNRS. Donc je dirais que c'est à chaque étape de ma carrière, voilà, il y a des trucs qui m'ont vraiment beaucoup marqué, mais là en ce moment je suis à fond sur le silicium. Avant que Michel ne pose sa question, oui, on peut... Formidable. Je posais une question quand même de naïve, parce que tu nous parles de diamants, et je pense ne pas être la seule dans la salle à avoir l'image du bijou. C'est des diamants qui font quelle taille que tu manipules? Oui, alors... Tu manipulais?
Donc déjà, au début, l'expérience, toutes les recherches ont commencé sur des diamants naturels, parce que ça fait quand même quelques décennies qu'on arrive à faire des diamants artificiels. Et maintenant, en fait, toutes les expériences ont lieu sur des diamants artificiels, parce qu'on arrive vraiment très bien à contrôler leur pureté. Et la taille typique, ça va être 5 par 5 mm. Donc ça ressemble pas du tout à un joli diamant avec toutes les belles facettes. On dirait vraiment un petit carré de verre, en fait, mais c'est du diamant. Et à l'intérieur, en fait, on peut vraiment aller voir des millions ou des milliards de défauts. Voilà. Et par exemple, pour comparer, pour dire pourquoi c'est intéressant de passer du diamant au silicium, pour le même prix, en fait, au lieu d'avoir un petit échantillon de 5 par 5 mm, vous avez 30 cm de cristal de silicium pour vraiment le même prix. Donc la taille d'une pizza, en fait, à chaque fois je dis ça par rapport au petit poids et une pizza. Et donc c'est aussi pour une des raisons pour lesquelles, en fait, ça pourrait potentiellement développer d'autres applications plus tard. Donc, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire pour signaler qu'avec ces centres colorés qu'on sait faire dans le diamant ou dans d'autres substances, on arrive à faire maintenant, et ça tu pourrais peut-être nous l'expliquer aussi, des sources de photons uniques, de photons qu'on peut émettre les uns après les autres, parce qu'on a l'habitude, les lasers, vous voyez, vous avez quand même beaucoup de photons qui partent en même temps, et pour la nouvelle génération de physique quantique, là, la révolution, comme on l'appelle, elle est fondée sur deux idées. Ça, c'est comme ça qu'Alain Aspect la présente. C'est l'idée de la seconde révolution. C'est lui qui l'appelle comme ça. Mais en fait, il y a une continuité entre la première et la deuxième. Bon, c'est un peu difficile. Ce qui dit que la deuxième révolution quantique, c'est que premièrement, quand on utilise les propriétés de l'intrication, il faudra que tu nous réexpliques très précisément ce que c'est. Et puis, en même temps, quand on peut voir et travailler sur des particules individuelles. Donc un atome tout seul, un ion tout seul, un électron tout seul et un photon tout seul. Et je voudrais insister sur le fait que pour les technologies, peut-être pas pour l'ordinateur, mais qui intéresse, je pense, beaucoup cette salle, mais les technologies quantiques, c'est pas que l'ordinateur quantique, c'est aussi la crypto quantique, la transmission la téléportation, la transmission de signaux à distance et aussi la simulation quantique pour simuler les propriétés de la matière condensée et la métrologie très avancée. Enfin, il y a beaucoup de choses dans les nouvelles technologies quantiques pour lesquelles on utilise souvent des photons uniques, avec des sources de photons uniques. Et maintenant, on peut en faire avec vos systèmes, on en fait avec d'autres systèmes, mais d'ailleurs avec des puits quantiques, vous savez, c'est le prix Nobel de chimie de cette année qui, en fait, c'est plutôt un prix Nobel de physique, je dirais, mais enfin, ce sont les chimistes qui font les matériaux, mais enfin, c'est... Deux pour le prix d'un, c'est pas mal. Deux pour le prix d'un. Et donc, je pense que c'est important de savoir qu'on peut faire des photons uniques et qu'on peut maintenant les acheter. Il y a des appareils qui sont vendus sur ces principes-là. Donc peut-être tu peux nous dire comment vous faites des photons uniques avec des centres colorés. Oui, alors d'ailleurs en fait pour vérifier, parce que tout l'enjeu c'est de prouver qu'on a bien une seule particule, un seul système quantique. Nous, on vérifie qu'ils émettent du coup des photons uniques. Parce que si on a un seul... alors, vous imaginez un atome. Donc, il y a un état fondamental, ici, un état excité. Et globalement, en fait, c'est donc, pour émettre un photon, il faut qu'il passe donc, dans l'état excité et qu'il se désexcite en émettant un photon pour conserver du coup l'énergie, en fait, qui est un principe fondamental de la physique. Et donc, si on a un seul atome, il va pouvoir émettre une particule à la fois, en fait. Et c'est en analysant du coup cette lumière, en analysant les corrélations, qu'on vérifie qu'il y a bien des photons donc, qui sont émis un par un, et donc on a un seul système quantique. Et donc après, il y a plusieurs sources de systèmes quantiques. C'est vrai que l'avantage des défauts des centres colorés dans le cristal, c'est qu'ils sont directement pigés dans le cristal. Donc c'est-à-dire que je peux déplacer ma source de photons uniques, en fait, parce qu'ils vont rester dans le cristal.
Il y a d'autres, tu as mentionné les boîtes quantiques. Donc ça, c'est un autre type d'atome artificiel où, pareil, en fait, on va confiner les charges, c'est-à-dire qu'elles vont être localisées à un seul endroit, comme les atomes, et c'est ça qui va nous donner les degrés quantiques, enfin les niveaux d'énergie quantique. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, voilà. Et donc, comment est-ce on peut donc potentiellement utiliser ces photons uniques pour du coup coder l'information sur leur état. Et après, on sait que la lumière, ça se propage en fait sur on va dire parfois des milliards de kilomètres. On voit la lumière qui vient des étoiles. Donc, c'est vraiment le meilleur médium pour propager l'information sur de grandes distances. Et pour encore donc, rebondir à ce que tu disais sur les technologies quantiques, donc qu'est-ce qu'on fait avec les centres colorés du diamant? Donc il y a une technologie quantique qui marche très bien et qui est déjà commerciale, qui s'appelle les capteurs quantiques. Donc là, on va utiliser des propriétés quantiques ou des systèmes quantiques individuels et utiliser le fait qu'ils sont très sensibles à l'environnement et potentiellement, ils vont pouvoir détecter une variation de champ magnétique, de gravité, de pression, etc. Un grand nombre de phénomènes quantiques. Et donc, pour les centres colorés du diamant, ce qui marche très bien, c'est détecter le champ magnétique. Et donc, depuis 2020, en fait, il y a au moins 2 startups, je crois maintenant une 3e, qui ont été créées, qui vendent du coup des machines, on va dire, des capteurs quantiques, que vous pouvez acheter si vous avez beaucoup d'argent. Oui, alors si je peux continuer sur mes photons uniques, c'est pas les miens, hein, c'est pas moi qui fais ça, mais moi je trouve que c'est les expériences avec des photons uniques très simples permettent bien de comprendre ce qui fait la base du hasard quantique. En fait, et ça c'est pas la 2e révolution, c'est le début de la physique quantique. Si vous envoyez des photons, alors un flux de photons sur 2 fentes, hein, c'est l'expérience des trous de Young. Derrière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des franges d'interférence. Je pense que tout le monde a vu ça. Hein. Oui, on peut s'imaginer, c'est-à-dire que les photons passent dans un trou, ils passent dans un autre, et puis ensuite ça se recombine derrière, et puis voilà, on fait ça avec des ondes, on envoie 2 cailloux, ça fait des ondes, ça fait sur une surface d'eau, et puis ces ondes ensuite s'arrangent pour vous montrer à distance des maxima et des minima d'interférence, et ça on a compris ça depuis que on sait pour la lumière, depuis Fresnel, que la lumière et pas seulement des particules était à l'époque, on a montré comme ça que c'était aussi des ondes. Puis après, comme vous savez, on s'est mélangé entre les ondes, les particules. Donc après Fresnel, tout le monde pensait que la lumière c'était des ondes, et puis ensuite est arrivé Einstein, et en 2005 avec l'interprétation de l'effet photoélectrique, il a montré que c'était en fait aussi des particules. Puis maintenant on jongle entre le fait que c'est des particules et on utilise soit la propriété de particules, soit la propriété d'ondes. Enfin, je ne vais pas faire un petit cours sur la lumière, mais vous envoyez des photons sur 2 trous, et derrière vous avez des franges. Voilà, très joli. Maintenant, si vous faites ça avec des photons uniques, et ça, c'est une expérience de démonstration qu'a fait Alain Aspect pour ses étudiants à l'école polytechnique. Vous envoyez des photons uniques sur ces 2 trous, et derrière, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un clic, vous avez un écran qui fait une petite étincelle de clic où vous voyez où le photon est tombé. Eh bien, vous ne pouvez pas dire par lequel des 2 trous il est passé. Il passe aléatoirement quand il est mesuré par le clic qu'il fait derrière. Vous ne pouvez pas dire par quel trou il est passé. Ça, c'est vraiment l'indétermination quantique qui vous explique bien que la physique quantique, il y a du hasard et des probabilités pour comprendre la physique quantique. Donc, si vous envoyez ces photons uniques de façon répétitive, et si vous prenez le temps, au bout d'un certain temps, vous voyez
que se dessinent sur votre écran des franges. Alors, le photo, il passe par un trou, il passe par un autre, par un trou. Puis, au bout d'un certain temps, vous reconstituez des franges. Hein. Mais vous ne pouvez pas imaginer une expérience où vous allez mesurer de façon discrète derrière le trou pour savoir il est passé par celui-là, il est passé par celui-là. Si vous faites une expérience comme ça où vous essayez de voir par lequel trou il est passé, eh ben vous n'avez plus les interférences derrière. Donc Duffieux qui est le premier à s'être amusé à ça. oui, qui Duffieux qui s'est amusé à ça. Voilà. Donc ça vous montre bien le principe de la mécanique quantique indéterministe et le hasard quantique. Voilà. Donc je voulais vous raconter ça parce que ces photons uniques, maintenant on les étudie, on les utilise énormément pour les transmissions, pour la crypto quantique par exemple. Voilà. Oui, du coup, je rebondis sur la crypto quantique, c'est ça? Sur l'intrication maintenant peut-être, tu nous expliques un peu mieux? Oui, je démarrais par la crypto, d'accord? Oui, et puis moi après je pourrais vous expliquer un petit peu l'expérience d'Aspect, mais je pense que vous avez tous entendu parler de pourquoi il a eu le prix Nobel, mais enfin on peut revenir quand même là-dessus. Anaïs, d'accord. Fais-toi plaisir, Anaïs. C'est toi qui expliques l'intrication. Du coup, on parlait déjà juste avant, donc la seconde révolution quantique, on dit qu'elle a développé donc un nouveau champ de recherche qui s'appelle les technologies quantiques. Alors même s'il y a le terme technologie quantique, et même s'il y a certaines machines qui sont déjà disponibles sur le marché, c'est essentiellement en fait toujours un domaine de recherche fondamentale. Et donc là-dedans, comme l'a dit Michel, en fait, il y a en général, on parle de 4 piliers de recherche. Donc d'abord, il y a les capteurs et la métrologie, les communications quantiques, dans lesquelles s'inscrit la cryptographie quantique, la simulation quantique et le calcul quantique ou l'ordinateur quantique. Donc vous avez déjà, à mon avis, entendu un peu parler. Et donc, si on se met dans la cryptographie quantique, donc c'est quoi la cryptographie? C'est du coup transmettre en fait des messages en fait sans qu'ils soient interceptés par quelqu'un voilà, indésirable. Et notamment. On va nous parler d'Alice et Bob. Peut-être. Là, j'ai pas de schéma, c'est un peu dur. Et tout l'enjeu, donc il y a donc des lois qui disent que si vous avez en fait, vous utilisez une clé donc qui doit être aléatoire, donc c'est un nombre de 0 et 1 qui vont être aléatoires et qui a la même taille que votre message, et bien votre message en fait est inviolable. En fait, si vous mélangez du coup votre message avec cette clé aléatoire. Et tout l'enjeu, c'est de transmettre d'un point A, donc Alice, à un point B, Bob, cette clé, en fait, aléatoire. Et donc là, la mécanique quantique peut nous aider. Parce qu'on peut utiliser donc, ces photons, ces particules de lumière. Donc on va les mettre dans ce qu'on appelle une superposition d'états. Donc c'est important d'en parler avant l'intrication, parce que c'est sur une particule. Donc c'est quoi la superposition d'états? Vous avez déjà entendu parler du chat Schrödinger. C'est être à la fois mort et vivant. Donc c'est être, par exemple, dans 2 couleurs différentes, rouge et bleu. C'est dans 2 états de polarisation différentes. Donc la polarisation, c'est comment va vibrer la lumière. Donc si vous allez voir des films 3D, en fait, vous avez des lunettes polarisées qui vont filtrer 2 polarisations qui ne sont pas compatibles. Et donc on va coder, donc envoyer donc cette particule de lumière d'un point A à un point B, et donc Alice va envoyer donc ces photons à Bob, et Bob va les mesurer. Et donc avant de faire sa mesure, Bob ne sait pas dans quel va le résultat de la mesure. C'est ce qu'a dit Michel. Contrairement à la mécanique classique, la mécanique quantique est non déterministe. Donc le résultat de la mesure est aléatoire. Donc on ne peut pas le prédire. Et donc là, ça va être 50-50, ça va être 0 ou 1 à chaque fois. Et donc, ils vont... Bob donc, va faire une série de mesures. Après, ils vont s'appeler avec Alice et ils vont comparer, en fait, dans quel cas elle a... En fait, comment est-ce qu'elle a préparé, du coup, ces particules, ces photons, et comment lui les a détectés. Et en fait, ils vont regarder, juste garder, en fait, les cas où ça se correspond. Et qu'apporte la mécanique quantique en plus, c'est qu'il y a une propriété fondamentale qui est que quand on va regarder un système quantique, quand par exemple on essaie de savoir par quelle fente est passé le photon, on va le perturber. Et donc si on le perturbe, ça veut dire qu'on va laisser une trace. Et potentiellement cette trace est détectable. Donc si c'est un espion qui se met sur la ligne,
et ben, il va donc perturber l'état des photons, et ça pourra être détecté par Bob. Et donc de cette manière, en fait, en théorie, on peut avoir des communications qui vont être parfaitement sécurisées. Alors pourquoi j'insiste sur en théorie? C'est quand en pratique, en fait, dans notre monde réel, on a des imperfections, du bruit, et tout ça, c'est des choses qui diminuent en fait l'efficacité, qui diminuent la sécurité. Et c'est tout l'enjeu des physiciens, des physiciennes, de réussir à contrôler les systèmes quantiques pour s'affranchir donc de ce bruit. Et ça, c'est valable pour toutes les technologies quantiques. Et donc, tu voulais présenter l'expérience d'Alain Aspect. Oui, peut-être. Si mesurer des photons. Oui, peut-être parce que ça vous permet de voir ce qu'on entend par intrication, en donnant un exemple, et pourquoi cette expérience d'Alain Aspect a été récompensée par le prix Nobel. En fait, on se demande pourquoi ils ont attendu tellement longtemps pour lui donner le prix Nobel, parce que c'est une expérience qui date de 1980, vous voyez. Parfois, ça entend beaucoup. Mais pourquoi elle a été importante? C'est parce qu'elle a permis de répondre à une question fondamentale qu'avait posée Einstein sur la mécanique quantique. Vous savez, Einstein, il n'était pas très heureux qu'il y ait cet aspect indéterministe. Il a dit Dieu ne joue pas au dé. Bon, vous connaissez ça. Et il avait écrit une lettre qu'on appelle la lettre EPR. Ils étaient Podolsky et Rosen, ils étaient trois à avoir écrit une lettre. Alors, je regarde la date, c'était quand même en 1935, c'était juste après le début de la théorie de quantique qui avait été développée par Bohr dans l'école de Copenhague, etc. Et donc, dans cette lettre, il disait on n'a pas tout compris avec l'interprétation de Copenhague. Il doit y avoir des variables cachées. On ne sait pas très bien lesquelles, mais donc qui expliquerait tout, qui expliquerait, qui ôterait l'aspect du hasard de la mécanique quantique. Alors Bohr a bien sûr répliqué tout de suite, mais non, pas du tout. Et puis von Neumann a montré que c'était pas possible, c'était pas compatible d'avoir des variables cachées, etc. Bon, mais enfin cette lettre d'Einstein, elle est restée 30 ans pratiquement jamais citée. Personne n'a fait attention. Et puis à un moment, il y a un physicien génial qui s'appelait John Bell. C'était dans les années 60, qui a fait une théorie qui montrait qu'avec un certain chiffre qu'on appelle le nombre de Bell, on pouvait faire une expérience de corrélation, on pouvait faire un test expérimental, et c'était plus de la métaphysique ou de la philo, un test expérimental pour voir s'il y avait ou pas des variables cachées. Donc, dans une expérience comme celle d'Aspect, qu'il avait imaginée, on pouvait faire une particule intriquée dans deux états, mesurer des corrélations avec ces particules mises à distance. Alors, il n'avait pas tellement précisé, mais en faisant des corrélations entre deux particules intriquées, mesurées séparément l'une de l'autre, en faisant des corrélations, c'est-à-dire des interférences en quelque sorte, comme on sait faire en physique, on pouvait voir combien il y avait de probabilité d'avoir ces interférences et ces corrélations, et si elles étaient plus grande qu'un certain nombre, ce nombre de Bell, ça montrait qu'il n'y avait pas de variables cachées. Si elles étaient plus petites que ce nombre de Bell, ça montrait que il y avait des variables cachées et que Einstein devait avoir raison. Donc c'était un test, pour la première fois, un texte expérimental qui sortait de la confusion des blablas autour de la mécanique quantique. Et donc, c'est pour ça que c'était génial. Et ça a inspiré Alain Aspect. Bon, il a mis combien de temps il y a eu... Ces manips sont en 80, donc c'est le temps qu'il rassemble le matériel puis qu'il ait l'idée, parce que, voilà, et il a fait ces manips de test des inégalités de Bell, et sa manip a montré de façon très claire et magnifique qu'il n'y avait pas
de variables cachées. Enfin, on en est toujours à se poser la question, est-ce qu'il n'y en a pas quand même, hein, mais malgré tout, ça avait tranché une question très 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 importante sur la mécanique quantique. Et ce qui est rigolo... Je voulais raconter ça parce que vous l'avez certainement tous lu dans la presse. Parce que... mais ce qui est rigolo dans ce que nous raconte, c'est que c'est une discussion qui a lieu en 1930. La première, le premier qui trouve une façon, une expérience, ce qui reste une expérience de pensée à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas les moyens expérimentaux de la faire, c'est Bell. Et puis ensuite, on a effectivement, comme tu nous dis, c'est Alain Aspect qui est le premier à... Il n'est pas le premier, parce qu'il y en avait eu 2 autres avant, mais elles n'étaient pas... il y avait ce qu'on appelle en physique quantique les loopholes. C'est des trous dans... échappatoires. Hein, échappatoires en français. Comment ça s'appelle? Échappatoires. Des échappatoires, voilà le bon mot. Et donc, il y avait des loops, il y avait des échappatoires, donc ça pouvait pas vraiment ce qu'on voulait. On pouvait toujours dire que c'était pas une vraie preuve, quoi. Pour faire une preuve de quelque chose, il faut quand même être très rigoureux. Hein. C'est pas de la science-fiction là, pour le coup. Et il y a eu un test assez récent encore qui s'appelait le Big Bell Test, oui. où on s'est amusé, enfin où les physiciens se sont amusés ou pas. Je sais pas si c'est un jeu, enfin je sais pas dans quelle mesure il y a du jeu là-dedans, à inviter des tas et des tas et des tas de personnes, grand public, à tapoter des 0 et des 1 pour générer de l'aléatoire humain, pour vérifier qu'effectivement il y avait toujours la violation des inégalités de Bell. Et pour le moment, on en est là, ça marche toujours bien. Oui, ça marche toujours bien. Les expériences d'Aspect, elles ont été refaites maintenant partout. Elles ont quand même été les loopholes, donc comment tu les appelles? C'est des imperfections. Les imperfections ont été bouchées. Les derniers trous ont été bouchés par Anton Zeilinger, qui a partagé le prix Nobel avec Aspect. Hein. Et puis il les a compliqués. Il a fait des manips plus compliquées avec plus de particules. Puis il a transmis des informations à plus grande distance. Il a beaucoup prolongé les technologies quantiques, et donc je pense qu'il méritait très largement de partager le prix Nobel. Le troisième qui a eu le prix Nobel avec lui, c'est Clauser, c'est celui qui avait fait les premières expériences de tests de Bell avant Alain Aspect, mais avec des méthodes un petit peu moins sûres, fiables, voilà. Donc, méritait aussi, évidemment, d'être cité dans le Nobel. Mais vous savez, les Nobel, on ne cite pas tous les jours, on ne cite pas forcément tous ceux qui mériteraient de l'avoir. Hein. Donc, les 3 qui l'ont eu, c'est magnifique. Voilà. On était évidemment tous absolument enchantés, les Français, et pas que les Français, de ce prix pour la mécanique quantique. Et ce que tu fais toi avec tes diamants ou ton silicium, c'est ça. Tu intrigues non plus des photons, mais des atomes, si j'ai bien compris. Alors du coup, au niveau du silicium, on n'est pas, vu que c'est on va dire des nouveaux systèmes quantiques, on n'a pas encore le degré de contrôle pour faire ce type d'expérience. Parce que les centres colorés dans le diamant, ça fait plus de 20 ans qu'on les étudie à l'échelle individuelle. Donc c'était 1996, la première isolation où dans le microscope, voilà, on a réussi à avoir de tels défauts. Et donc dans le silicium, il faut qu'on arrive à contrôler toutes leurs propriétés quantiques pour réussir à faire une telle expérience. Donc pourquoi ça a mis aussi beaucoup de temps pour Alain Aspect à réaliser telle expérience, c'est que ce sont des expériences dures, en fait. Ce qu'il faut, un système quantique, lui, il adore interagir avec tout son environnement. Et le problème, c'est que s'il interagit avec son environnement, en fait, il dilue son information, il perd son information. C'est comme si vous avez une belle image et au fur et à mesure du temps, elle s'estompe, elle devient toute bruitée parce qu'en fait, vous avez perdu l'information. Donc ça, en physique, c'est ce qu'on appelle la décohérence. Et c'est tout l'enjeu de se battre contre cette décohérence, cette interaction non voulue, non contrôlée avec l'environnement. Donc, dans le silicium, oui, j'aimerais bien faire ça. Parce que, pas tant pour montrer que cette intrication ne peut pas être expliquée avec des termes, on va dire des concepts classiques, mais c'est vraiment quelque chose de purement quantique. Ce qu'on appelle aussi la non-localité quantique. Mais c'est aussi que ça établit, ça pose un jalon sur le contrôle qu'on a sur nos systèmes. Mais dans le diamant, du coup, on a réussi à faire ça. Donc, c'était au même moment, donc en 2015, où il y a eu 3 expériences qui sont sorties, qui ont réussi donc à faire ce test pour montrer que la mécanique quantique
du coup, en tout cas, n'était pas était bien non local. Du coup, il y a eu l'expérience d'Anton Zallinger, une expérience du NIST aussi avec des photos intriquées, et nous, à Delft, on a réalisé donc l'expérience avec des spins associés à des centres colorés dans le diamant qui étaient intriqués. Et donc, pour vraiment insister sur le fait que c'est vraiment contre-intuitif, la mécanique quantique, je dirais même pour nous, même si on sait que ça va quel est le résultat de la mesure, à l'époque du coup des premières expériences, ils ne savaient pas s'ils allaient, est-ce que la mécanique quantique doit être complétée, parce qu'il manque quelque chose pour la comprendre, ou est-ce qu'elle elle donne des résultats vraiment contre-intuitifs. Mais maintenant, on sait qu'à chaque fois, la mécanique quantique, entre guillemets, va donner le bon résultat, va avoir raison. Et c'est vraiment toujours très perturbant. On parlait tout à l'heure d'être dans une superposition d'états, d'être dans deux états à la fois. Un état intriqué, c'est ça, c'est que vous avez deux particules qui peuvent être sur deux planètes différentes. Avant la mesure, vous ne savez pas quel état vous allez mesurer de chaque côté, mais dès que vous faites la mesure, instantanément, en fait, vous pouvez prédire le résultat de l'autre particule. Et ça, Einstein, comme l'a dit Michel, il n'aimait pas du tout ça. En fait, il appelait ça l'action étrange à distance. En fait, que c'était pas possible. Et toutes les expériences montrent que, en fait, si cet état, on ne peut pas le considérer avec nos concepts classiques de deux états en fait, qui vont être séparés parce qu'ils sont spatialement séparés. Non, en fait, il faut qu'on considère les deux particules ensemble. C'est ce qu'on appelle la non-localité. C'est plus deux, mais un sur deux endroits qui peuvent être extrêmement éloignés l'un de l'autre. Ce qui est assez fascinant. Hein. Oui, c'est toujours fascinant, toujours perturbant. Et ça vous fascine encore, vous qui êtes les mains dedans depuis... Oui, enfin c'est fascinant, l'intrication à beaucoup d'égards, et ça peut nous permettre de dire un petit mot quand même sur les qubits, hein, parce que je pense qu'il y a dans le public pas mal de personnes intéressées par l'ordinateur quantique. Alors, un qubit, qu'est-ce que c'est? Vous savez, les bits d'information, vous travaillez avec des bits 0, 1, 0, bon, vous avez tous un peu en tête comment on fait ça, avec des petites puces silicium. Bon, mais de plus en plus petites, vous pouvez faire de plus en plus de calculs avec pas beaucoup de surface d'électronique. Mais les qubits, c'est autre chose. Vous pouvez travailler avec un continuum d'états entre 0 et 1. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Donc l'idée, c'est que ça doit permettre, si vous utilisez des qubits au lieu d'utiliser des bits, de faire des calculs plus performants. Mais ça n'a pas quand même été vraiment ni expliqué ni démontré, mais c'est quand même une idée qui fait rêver. Et pourquoi? Parce que si vous partez d'un système qui peut être 0 ou 1, vous pouvez partir dans deux directions, 0 ou 1. Si vous partez d'un système qui est un continuum d'états où vous superposez des états intermédiaires, vous pouvez partir dans plein de directions en même temps. Donc, on ne peut pas vraiment parler, je crois, à juste titre de calcul parallèle, mais on peut parler de calcul de façon qui va procéder de façon nouvelle. Et donc, il y a un grand espoir qui est né, il y a déjà un certain temps, de faire comme ça des calculs qui pourraient être plus performants qu'on ne pourrait pas faire avec des ordinateurs ordinaires. Alors, bon, il y aura peut-être des questions là-dessus, mais je pense que, voilà, on n'en est pas encore là, mais c'est un sujet fascinant et on peut dire que c'est à cause de l'ordinateur quantique que les technologies quantiques dont on vous a parlé avant bénéficient quand même d'une grande attention des pouvoirs publics pour des financements assez considérables que les autres domaines de la physique, d'ailleurs, nous jalousent, hein, faut bien dire. Voilà. On pourra reparler de ça et peut-être qu'au moment des questions, on pourra comparer aussi les financements européens aux financements chinois, américains, etc. Mais ça, c'est une autre histoire peut-être. En tout cas, il nous reste une dizaine de minutes et ce que je propose, c'est qu'on laisse les personnes de la salle vous poser des questions à toutes les deux. Alors, on va rallumer les lumières, je pense. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, je vois déjà des mains levées. Alors, comme on a toujours du mal à... Alors, on va partir d'abord par ici, monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci pour tout ça, c'est
juste extraordinaire. On est à Nantes, alors je vais vous proposer un petit pas de côté. Ma question ne va pas être directement sur la quantique. Si je galvaude un peu le sujet, donc il y a la mécanique classique, la mécanique quantique, avec tous les outils mathématiques qui sont derrière. Nous sommes nous-mêmes des êtres biologiques, avec des cristaux. Ma question c'est, parce que c'est aussi un sujet qui est dans pas mal de confs, l'IA, ChatGPT et compagnie, est-ce que vous pensez que notre cerveau, il est quantique ou c'est un calculateur classique? Et auquel cas, est-ce que demain les IA seront quantiques ou pas? Et est-ce qu'on aura un être artificiel, quantique ou pas, basé sur nos cerveaux de neurones, quantique ou pas? Voilà, c'est un petit pas de côté, mais... Non, c'est une question très intéressante parce que, vous savez, il y a eu au niveau européen un grand projet avec des milliards d'euros sur le projet Brain. Qui s'appelait Cerveau. Il vient de se terminer d'ailleurs sans beaucoup de succès. Enfin, il y a eu beaucoup d'argent là-dessus, où on essayait de voir si on pouvait reconstituer avec des éléments matériels, et en les faisant travailler, corrélés les uns avec les autres, et en utilisant des systèmes de réseaux calqués sur les réseaux de neurones du vrai cerveau, si on pourrait fabriquer un cerveau artificiel. Voilà, c'était ça le projet. Bon, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en fait, ça n'a pas vraiment marché. Et ça montre une seule chose, il me semble, du point de vue de la recherche, c'est que c'est pas la peine d'avoir des projets déments en mettant énormément d'argent. C'est pas comme ça qu'on fait de la recherche fructueuse. Il vaut mieux faire des pas plus petits et puis corréler des travaux en parallèle, plutôt que de mettre un projet macroscopique. Voilà. C'est pareil pour le projet Graphène. Il y avait un autre projet Graphène à milliards d'euros qui n'a pas non plus donné, qui a donné un peu plus, mais qui n'a pas donné les résultats pour lesquels il avait été financé à ce niveau-là au niveau européen. Si je peux aussi compléter, c'est aussi il faut savoir aussi quelle définition on met derrière le mot quantique, parce que on est fait d'atomes et les atomes sont des systèmes quantiques. Donc à partir de quel moment on dit que c'est un effet quantique ou un effet classique? Parce que par exemple, la stabilité de la matière, le fait que cette table ne va pas imploser sur elle-même, ça peut être expliqué que par la physique quantique. La physique classique... oui, et d'ailleurs c'était la première révolution quantique. Et par exemple, après, dans le cerveau, savoir comment est-ce que donc je ne suis pas une experte du tout là-dedans, mais comment les protéines en fait vont sortir de la membrane à travers certains, alors je ne sais pas si c'est tunnels moléculaires, mais ça, par exemple, c'est extrêmement dur à simuler. Et du coup, potentiellement, des simulateurs quantiques pourraient aussi aider à comprendre ça, juste parce qu'il y a énormément de systèmes aussi quantiques dedans, et vu qu'ils peuvent prendre plein d'états à la fois, en fait, ça demande une capacité de mémoire qui est démentielle. Et du coup, c'est pour ça que c'est très compliqué à le faire de manière classique. Mais donc, pour l'instant, on dirait qu'on ne sait pas. Je crois qu'on en a, dans l'état actuel, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a forcément des phénomènes, on va dire, quantique, mais voilà, ça dépend comment ça évolue. Mais en tout cas, c'est des questions très pertinentes. Ça vient peut-être aussi d'où vient la conscience, etc. En fait, comment on peut être doué de conscience alors qu'on est fait des mêmes atomes que cette table. Mais ça, je suis pas capable d'y répondre et je pense pas que je verrai la réponse dans ma vie. Y a les neuroscientifiques travaillent quand même beaucoup sur les neurosciences travaillent beaucoup sur essayer de caractériser la conscience. Science et conscience, c'est quand même un sujet contemporain. Je pense pas qu'il soit arrivé à une réponse quantique, pas quantique, qui satisfasse notre curiosité. Mais enfin, on peut tous être attentifs à ce qui se publie là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre question? Allons-y. Est-ce que vous pouvez merci déjà de cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous illustrer ce qu'est la réduction du paquet d'ondes? Vous parliez de décohérence tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez... J'allais dire facilement, mais je ne sais pas si facile, mais nous dire un petit peu ce que c'est que la réduction du paquet d'ondes. Vas-y. En fait, comme l'a dit Michel tout à l'heure, tout système quantique est à la fois onde et particule. Et en fait, une onde de base, en fait, c'est délocalisé, donc ça prend plein d'espace, et une particule, ça va être localisé dans un endroit bien défini. Donc parfois, on va dire l'expérience dont elle parlait, où on envoie du coup des photons dans un panneau qui a juste deux fentes, donc deux trous. Et avant, donc le comportement
peut vraiment être très bien décrit par un côté, on va être ondulatoire, ou le photon, ou la particule, parce qu'on a fait ça même avec parfois des gros atomes, même des molécules. Il passe vraiment par les deux fentes à la fois. Et ça peut être expliqué que par un comportement ondulatoire. Mais après, une fois qu'on va le mesurer, on va mesurer cette particule à un endroit donné. Et donc c'est là en fait où ça vraiment se réduire, mais après c'est aussi une façon ad hoc qu'on utilise pour décrire ce phénomène. Parce que le phénomène de la mesure, quand on écrit une image, on va on projette, ça marche, mais qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue physique, quelle image on met derrière, ça c'est pas facile. Il faut savoir que la mécanique quantique, c'est une théorie qui a jamais été mise en défaut. Et ce qui est compliqué, ce qui fait vraiment débat, c'est pas les prédictions, c'est l'interprétation qu'on en donne en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cet état intriqué? Qu'est-ce que ça veut dire être dans deux états à la fois? Et c'est ça qui est compliqué et qui fait débat. Et est-ce que ces débats animent la communauté ou est-ce qu'essentiellement on est... Pardon, j'ai pris une question du coup, mais est-ce que ces débats animent encore la communauté ou est-ce qu'on est sur les manips et on se dit, bon bah voilà, on a un clic et puis on va pas aller plus loin? La communauté est toujours agitée par les fondements de la mécanique quantique, ça je peux vous dire. Et on a les philosophes qui s'en mêlent, ils s'en sont toujours mêlés. Moi, je pense pas qu'ils nous apportent beaucoup, mais bon, je ne dis pas du tout que l'épistémologie n'est pas une science, c'est extrêmement importante. Mais je veux dire que c'est pas la philosophie qui a fait progresser la compréhension de la mécanique quantique. C'est uniquement ça que je veux dire. Attendez, hein. Bon, voilà. Et je me rends compte que depuis 10-15 ans maintenant, on revient beaucoup sur essayer de comprendre, donner des modèles assez abstraits qui permettent de visualiser la mécanique quantique de façon différente. Donc, ce n'est pas fini. Voilà. Est-ce que ta vision est la même ? Oui, donc pour répondre un peu à cette question, donc il y a différentes interprétations qui ont été développées. Donc on a parlé de l'interprétation de Copenhague, la réduction du paquet d'ondes, et vous avez entendu sûrement l'interprétation des multiverses. Donc ça, c'est l'interprétation d'Everett, et c'est de dire en fait il y a plein d'univers en parallèle, et en fait quand on fait la mesure, on regarde juste dans un seul univers. En fait, toutes ces interprétations, le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de vérifier expérimentalement quelle est la bonne. Donc c'est un peu ce que disait Michel au début avec le paradoxe EPR. Pendant 30 ans, c'était juste un débat avant que John arrive en disant j'ai trouvé l'expérience, le test qui peut permettre de trancher si c'est l'un ou l'autre. Est-ce que c'est Bohr ou est-ce que c'est Einstein qui a raison? Et pour l'instant, on n'a aucune façon de trancher. Et donc moi, en tant qu'experimentatrice, je dis je me mets de côté, je sais pas, je peux pas répondre. Donc je sais pas laquelle. Les multivers, c'est très séduisant. Hein. C'est l'idée qu'il y a un nombre très grand d'univers qui existent en parallèle et que nous sommes dans l'un et que quand on fait un résultat, la moitié est chez nous. Si on fait une mesure dans notre univers, si on était dans un autre, on aurait le résultat opposé. Voilà. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le présenter. Si, ça. Mais bon, comme on n'a pas le moyen de tester quoi que ce soit, je pense pas que... Enfin, c'est séduisant pour l'esprit, mais c'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de test de ça, quoi. Je conseille un très bon épisode de Rick et Morty pour expliquer du coup ce phénomène-là. Il n'y a pas beaucoup de science-fiction, là. Je ne sais pas si on est à la science-fiction ici, mais il n'y a pas beaucoup de science-fiction, de films de science-fiction sur la mécanique quantique. Moi, j'en ai quand même vu un sur la téléportation. Je pense que vous avez tous vu le film le plus affreux que j'ai vu de ma vie, qui s'appelle La Mouche de Cronenberg. Vous avez une mouche qui s'était mise dans l'appareil qui vous téléporte dans le film, et puis il y a une mouche qui est entrée dedans, et puis elle s'est intriquée avec le personnage humain, et donc il est devenu de plus en plus mouche. Il a fini par... il pouvait pas se désintriquer, etc., etc. Vous avez tous vu ce film, hein? Donc, il ne faut pas trop croire qu'on peut téléporter grand-chose. Hein. Une particule. Hein?
Une particule, un état quantique. Voilà, voilà. Toi, tu peux nous en parler. Téléporter un chat ou téléporter une personne, même une mouche, hein, ça paraît pas réaliste à cause des phénomènes de décohérence dont tu as parlé, qu'a beaucoup étudié Serge Haroche. Ça fait partie de ce qui lui a valu le prix Nobel aussi. Et donc, la décohérence, dès qu'on a beaucoup de particules, on n'arrive pas à conserver l'intrication. Donc on ne peut pas intriquer complètement un chat. Hein. Donc ces 10 idées du chat, mort ou vivant, elles ne sont pas du tout réalistes. Hein. Alors, comme il nous reste une petite minute, je propose une question extrêmement rapide, et ce sera la dernière. Alors, je ne sais pas où est le micro. Là-bas. On voit mal. Oui, une remarque pour compléter ce qui vient d'être dit. Est-ce que dans le vivant, il y aurait du quantique? Si on admet que la définition la caractéristique du quantique, c'est de s'affranchir du temps et de l'espace, notre inconscient est affranchi du temps et de l'espace, et ça pourrait être la part quantique de l'organicité. Je ne suis pas sûre que je suis d'accord avec votre définition du quantique. Pour moi, un système quantique, il doit répondre à plusieurs critères. La première, c'est sur ces niveaux d'énergie. Et notamment, est-ce qu'on arrive vraiment à... Donc, pour développer des technologies quantiques, on veut vraiment exploiter ces propriétés qui sont purement quantiques, qui n'existent pas à notre échelle. Donc, être dans 2 états à la fois, être intriqué, etc. Donc, je suis... pas sûr d'être d'accord avec de définition, mais c'est aussi intéressant de discuter. Moi, ça dépasse totalement mes compétences, hein, votre question, mais je sais qu'il y en a qui se la posent. Hein, donc, je pense que c'est une question qui va ressurgir dans un futur. Moi, je serai peut-être plus là, mais je suis sûre que c'est une bonne question. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup à vous. Merci. Et bonne suite des Utopiales.